Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis ravi de vous retrouver et d'accueillir aujourd'hui Stéphane Damota, Chief Sales Officer chez Cegid. Bonjour Stéphane. Bonjour Roland. Alors vous êtes toujours extraordinaire, vous êtes formidable. La semaine dernière, vous étiez 260 inscrits pour écouter Cydril Debac sur les meilleures pratiques du social selling sur LinkedIn, une masterclass très utile, très concrète que je vous invite à réécouter sur notre chaîne YouTube ou sur vos podcasts préférés, sur vos plateformes de podcasts préférées. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est un hub de coaching commercial avec l'objectif de réussir ensemble. Et pour réussir ensemble, il faut apprendre et gamifier l'intelligence collective. Il faut performer ensemble en gamifiant les indicateurs clés d'activité et de réussite. Et puis, progresser ensemble, c'est le coaching, hein, c'est digitaliser des séances de coaching guidées qui permettent aux équipes de s'entretenir et de progresser rapidement pour accélérer la croissance. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays. La plateforme est disponible dans 9 langues et on a contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions pour nos clients qui sont dans des secteurs très variés comme la banque, l'assurance, la santé ou les technologies. Voilà, un grand merci pour encore une fois pour ta présence aujourd'hui avec nous, Stéphane. Édouard, est-ce que tu peux nous dire qui est Stéphane Damota, le directeur commercial national de Cegid? Avec plaisir. Stéphane Damota, après votre master à l'école de management et d'entrepreneuriat, l'IFAG, vous commencez votre carrière chez Cegid en tant qu'ingénieur commercial. Puis vous devenez responsable des ventes grands comptes. Et enfin, vous montez les échelons et devenez le directeur du département grands comptes pour le marché des experts comptables. En tout, vous resterez 10 ans chez Cegid et en profitez pour obtenir un GMP à l'USCP. En 2012, et pendant 3 ans, vous êtes vice-président des ventes et du marketing chez Via Reports, expert offrant une solution cloud SAP pour le marché financier. En 2015, vous vous associez pour fonder Caviste Authentique, une plateforme digitale de cavistes indépendants leur permettant de toucher les particuliers et entreprises. Vous restez associé dirigeant durant 5 ans. En parallèle, vous avez une intense expérience chez Oxalid et de directeur commercial et marketing, puis vous prenez le poste de directeur des opérations chez Loop Software, filiale de KPMG, une solution conçue pour les experts comptables. En 2019, suite au rachat de Loop par Cegid, vous prenez en charge votre poste actuel de directeur commercial national des marchés, expert comptable et TPE chez votre premier employeur, Cegid. Enfin, en 2021, avec la casquette du membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris, vous créez le podcast des leaders commerciaux Closing, accueillant des leaders des métiers du management commercial pour partager leurs expériences, leurs précieux conseils et leur savoir-faire. En tant qu'expert de management avec votre expérience en tant que dirigeant d'entreprise et directeur commerciaux, c'est un honneur de vous recevoir ici pour nous parler de la révolution du management participatif. Alors merci Edouard. Stéphane, ce que j'adore dans ton parcours, c'est que tu as ce parcours mix assez rare d'entrepreneurs et de grands groupes, hein, et tu as finalement jonglé avec ces deux expériences, ce qui rend ton témoignage particulièrement intéressant quand on parle de révolution du management, hein. Aujourd'hui, McKinsey sort une étude l'année dernière, 40% des collaborateurs aux États-Unis envisagent de quitter leur entreprise dans les 6 prochains mois. 40% des collaborateurs envisagent de quitter leur entreprise dans les 6 prochains mois. Alors, c'est une vague qu'ils ont appelée The Big Quit. Elle va probablement, et elle a déjà commencé à arriver en Europe avec de la tension sur certains marchés, notamment le marché des commerciaux qu'on connaît bien. Face à cette vague, les entreprises ont besoin de réinventer leur mode de management et c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Dans ton expérience, qu'est-ce qui a marqué, quel est le moment qui a marqué la rupture de style, d'approche managériale? Eh bien, pour moi, merci Edouard pour cette présentation. C'est toujours un peu particulier d'écouter son track record
raconté par quelqu'un d'autre, mais merci, c'était très bien fait. Et donc, dans mon expérience qui a vraiment marqué un avant et un après, c'est mon expérience chez Oxalide. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sur l'avant, c'est que j'étais formaté avec 10 ans de Cégide, puis du VIA Report, donc exigeant, structuré, les bonnes méthodes de management classiques, mais et vous comprendrez, je vais en parler plusieurs fois, avec un masque qui est le masque de ne pas être forcément soi-même en entreprise, de respirer l'entreprise, mais pas forcément moi dans l'entreprise. Et en fait, ce masque-là est un vrai sujet. Et quand tu parles des 40%, ça me saute aux yeux. Donc ça, c'était avant Oxalide. Et l'après, ben, c'est que grâce à Oxalide, j'ai suivi un chemin qui est un mix entre les méthodes agiles et pour arriver à l'entreprise libérée. Donc, vous me direz que le chemin est assez long. Et c'est vrai que chez Oxalide, il y avait donc Oxalide, distributeur de cloud public et de Presta autour du DevOps, donc autour de la chaîne de valeur des éditeurs de logiciels, et qui a tout de suite mis en place beaucoup de lean startup. Et en fait, quand on voit le lean startup, on pense tout de suite au taylorisme, à l'optimisation, mais il y a aussi beaucoup de participation. En fait, dans le principe du lean, il y a beaucoup de coparticipation pour donner du sens aux ouvriers au départ, puis aux collaborateurs dans la partie startup. Donc ça, c'était déjà une première brique plutôt de boîte à outils, mais avec un mindset qui commençait à être participatif. Ensuite, la mise en place des méthodes Scrum. On était en 2015-2016, donc le Scrum aux agiles. Là, on voit dans toutes les grandes entreprises, il y a des formations à l'agile. Mais il y a 6 ans, c'était précurseur. Et donc, autour de comment adapter dans des fonctions autres que le développement logiciel ces bonnes pratiques qui permettent de donner du sens, d'engager les collaborateurs, de participer. Et au fil de nos échanges, je dévoilerai quelques-uns des outils que j'ai adoptés et que j'adopte toujours. Donc, vas-y, pardon, Alors, tu nous parles de deux concepts intéressants qui font beaucoup rêver. On a lu beaucoup d'articles dessus. Il y a d'un côté les méthodes agiles et de l'autre l'entreprise libérée. Ces deux concepts assez différents. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par l'entreprise libérée? Pour toi, c'est quoi une entreprise libérée? Alors, lorsqu'on a transformé la centaine de collaborateurs en entreprise libérée, ça a été un gros choc. Et donc, moi, j'aime expliquer l'entreprise libérée sur ces trois fondamentaux. Le premier, c'est l'autogouvernance, c'est le mécanisme de coordination des collaborateurs pour faire fonctionner cet être qui est l'entreprise. Et l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est que lorsqu'on voit sur une piste de décollage d'aéroport des oiseaux partir, des centaines et des centaines d'oiseaux partir en même temps, tellement bien alignés, et en fait, il n'y a pas de chef. C'est la coordination du groupe qui fait la qualité de l'exécution. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est l'autogouvernance. Et dans l'autogouvernance, il y a la sollicitation des avis, et il y a énormément de coachs pour pouvoir permettre cette autogouvernance. On ne peut pas casser les strates managériales sans avoir du coaching et une définition des process extrêmement rigides. Le deuxième, c'est la plénitude, ce que j'ai appelé le masque, c'est-à-dire être soi-même en entreprise. Et si on doit aller chercher son gamin, ou si parce qu'on a un rendez-vous médical, c'est pas la peine de dire que on a un rendez-vous, ou faire semblant d'être content ou satisfait si on n'est pas satisfait. Il n'y a pas de compromis dans le fait d'être soi-même en entreprise. Et le troisième, c'est vraiment la raison d'être évolutive de l'entreprise. C'est ce qu'on dit tout le temps, donner du sens. C'est que l'entreprise doit être un endroit dans lequel à la fois on se sent bien, à la fois on est motivé et à la fois on veut faire progresser. Et d'ailleurs, vraiment les ceintures noires de l'entreprise libérée, quand tu fais un meeting, il y a une place vide, une chaise vide, et cette chaise vide, c'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend des décisions, il faut que ça apporte à l'entreprise et pas juste aux individus. Donc ça, c'est les trois fondamentaux de l'entreprise libérée. Après, il y a aussi le sujet des couleurs. Et moi, j'ai un bouquin que j'adore et qui nous a beaucoup inspiré, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux, où on parle du management rouge jusqu'à l'opale, le rouge étant les mafias, l'ambre l'armée, l'orange la méritocratie, le vert l'associatif, et l'opale
c'est justement l'entreprise libérée avec ces 3 piliers autour de l'autogouvernance, de la plénitude et du sens. Donc, Alors, qu'est-ce qui a voilà. changé dans ton quotidien chez Oxalide? Qu'est-ce qui a Alors, changé dans ton quotidien en qu'est-ce tant qui que a manager? changé? Alors, avant de le changer, il y a déjà eu un temps de latence assez important parce qu'on ne transforme pas ça comme ça. Et là-dessus, donc c'est passé par le comité de direction. On a dû être embarqué et on a tous lu ce bouquin, on l'a tous intégré. Et puis à ce moment-là, tu as une petite voix. Tu as une petite voix qui te dit, mais c'est pas possible. Tu es Dirco et Market, tu as une vingtaine de sales. Du jour au lendemain, tu n'es plus leur manager, tu es leur coach, c'est pas possible. Le forecast, l'exigence dans l'exécution, comment ça va se passer, quoi. Donc il y a eu un vrai travail là-dessus. Ensuite, on a travaillé sur les managers. Et sur les managers, il y a un truc vous pouvez taper ça sur Google, c'est David Marquet qui était un capitaine de sous-marin pour prendre un sous-marin en main, il faut à peu près 1 an d'études très précises de la spécificité du sous-marin nucléaire. Et 4 jours avant son affectation, en fait, on lui donne un autre sous-marin. Et tout de suite, il enclenche en disant, si je suis sur mon mode managérial leader exécution, ça ne marchera pas parce que je ne connais pas la machine. Et donc, c'est là où il a lancé un management 3.0, libéré, participatif, on l'appelle comme on veut, pour donner le contrôle à ses équipiers, alors qu'avant, il y avait plus de 7 étages pour valider une décision. Il avait gardé qu'une seule décision, c'était le fait de pouvoir ou pas envoyer le missile nucléaire. Mais tout le reste, c'était exécuté. Pour ça, il faut être clair dans ses intentions. Il faut forcément faire monter en compétence en permanence les équipiers. Et il faut avoir le courage de résister, ce que moi j'appelle la petite voix, parce qu'à plein d'étapes de cette transformation, tu as envie d'arrêter, quoi. Donc, premier niveau, embarquer le codir. Deuxième niveau, les managers, qui ne seront plus managers, mais qui vont sûrement être des coachs ou des leaders. Et ensuite, il faut embarquer les équipiers. Et par rapport à ta question, le fait d'avoir distillé le Lean Startup, les méthodes agiles, le participatif, c'est un terreau hyper favorable pour passer à l'étape d'après. Alors, lorsque tu prends la direction des opérations de Loop, donc une start-up, qu'est-ce que tu gardes de ton expérience Oxalide et qu'est-ce que tu transmets à tes nouvelles équipes chez Loop? C'était à la fois plus simple parce que c'était une page blanche. On a créé cette filiale de KPMG, mais à la fois avec quand même, on était dans les locaux de KPMG avec une structure mature de 10 000 collaborateurs et avec une organisation plutôt en silo. Et donc de là, je suis parti plutôt sur un mode que moi j'appelle hybride, en prenant le meilleur des recettes, c'est-à-dire toute la boîte à outils agile, le fait de créer des squads. Alors là, c'est le modèle Spotify, c'est pareil, c'est hyper connu en fin 2000 avec les tribus, les squads, les chapters, où on peut mettre en place une cohésion par équipe pour responsabiliser les gens et que les équipiers puissent se driver ensemble. Donc ça a été quelque chose que j'ai tout de suite gardé, et tout en gardant cette exigence dans la montée en compétence des collaborateurs, parce qu'il faut absolument, et surtout dans une phase de start-up, avoir ce que moi j'appelle des ninjas, vraiment des commerciaux hyper percutants avec cette culture du chiffre. Et c'est surtout le résultat, c'est la plénitude, c'est le fait d'embarquer tout le monde, de sentir cette énergie où tout le monde a envie d'aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est le meilleur des résultats qu'on puisse demander. Et cette posture de coach, parce que sur Oxalide, les anciens managers, les directeurs sont tous devenus des coachs garants des processus, mais qui coachaient et qui ne voilà. Et ça, c'est une vraie différence. Finalement, la mise en place de processus décrits précisément permet au manager de s'extraire du quoi faire, puisque le quoi faire, il est déjà décrit dans le processus, inscrit dans les tables de loi de l'entreprise, et ça libère le manager pour devenir un coach sur le comment faire et comment s'améliorer, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que c'est à la fois un transmetteur en permanence qui doit faire augmenter le niveau d'exigence à chaque étape, mais à la fois le fait qu'il soit participatif en permanence, même lui, il apprend. Moi, j'ai un outil, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle le dojo. Sur le dojo, on vient avec une problématique. En tant que sensei,
je montre la façon, donc moi j'estime que la prise est la meilleure. Et ensuite, les élèves, entre guillemets, font aussi leur interprétation et se lancent. Et quelqu'un prend en note toutes les interactions. Et à la fin de chaque dojo, même ma prise, que j'estime une prise de ceinture noire deuxième dan, eh ben, elle continue à progresser grâce à l'impact des collaborateurs, enfin, j'aime pas ce mot-là, des équipiers, des managers et à eux-mêmes. Et quand tout le monde est d'accord, quand c'est collectif, quand je parlais de sollicitation d'avis, la prise, elle est beaucoup plus puissante. Ouais. Alors, tu nous parles de dojo, tu nous parles sensei, de senpai. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est que la méthode agile appliquée au business et notamment le dojo? Alors, je pense l'avoir décrite, c'est-à-dire que on peut avoir un super product manager qui lance un produit génial et puis c'est pitché par un directeur marketing et puis il y a une formation et puis c'est slidé. Et puis à la fin, vous avez votre sales ou votre inside sales au téléphone qui va être face à son client, face à une situation. Et pour pouvoir être sûr de la bonne exécution, le dojo est un outil qui permet d'industrialiser, de niveler, mais aussi de partager les bonnes pratiques. Donc le principe, c'est de venir avec la nouvelle story. Lorsqu'on rentre en rendez-vous, qu'on raconte la story type Challenger Sales à un client, comment on la délivre. Donc le sensei peut la délivrer en premier, ou c'est un élève qui la livre. Chacun corrige, genre, ah, moi j'aurais plutôt fait ça comme ça, moi j'adore cette partie-là et tout. Et après, le sensei arrive et donne sa façon de voir. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un scribe qui va tout noter et qui va livrer la meilleure, le meilleur des katas. Le Et ça, c'est sensei, très c'est le important. maître, hein. Le sensei, c'est le maître. Voilà, après, on joue avec le wording du sport de combat, mais l'essentiel, c'est de pouvoir partager les bonnes pratiques et de les mettre en application. Et souvent, le sensei peut aussi faire semblant d'être le client, mais je parle d'un pitch sur la story, mais ça peut être un renfort d'argumentation, l'arrivée d'un concurrent sur le marché et comment rebondir face à un client qui parle d'un concurrent. Ça peut être les calls de prospection dans le dur. Enfin, on peut mettre tous les sujets dedans. Et moi, j'ai donc mes managers qui utilisent cet outil, soit une fois par semaine, tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend. Enfin, comme je vous l'ai indiqué, ils font aussi, entre guillemets, comme ils le sentent sur ces thématiques. Mais ça a bien pris. D'ailleurs, on pourra parler de Cégide après si tu veux. Donc dojo, kata, randori. Tu peux nous dire kata et randori, quels sont les concepts et comment tu les utilises? Mais en fait, c'est le même. C'est-à-dire que le dojo, c'est l'univers. Et après, le kata, c'est le sujet. Et le randori, c'est quand tu le mets normalement, c'est le combat. Quand tu te fais optimiser par. Ça vient du logiciel aussi, hein. C'est-à-dire que normalement, au début, c'était des développeurs qui avaient soit des problèmes, soit des super découvertes et qui voulaient le faire partager avec leur pairs. Alors, tu as parlé de plénitude, de baisser les masques. Quel a été le résultat chez Loop de cette nouvelle attitude? Ah bah, des gains en productivité, un mindset d'acquisition de marché, une envie de participer sur l'ensemble, le fait de décloisonner. Non, moi je suis pas au support, je suis au business, donc c'est pas mes affaires. Tout le monde est au courant de tout, tout le monde a envie de bien faire, d'apporter de la valeur au produit. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des résultats. Après, on a été racheté par Cégide assez rapidement. Donc, cette expérience a duré près de 3 ans pour moi, 2-3 ans. Donc, j'avais parlé du fait de garder les collaborateurs, mais c'est un peu trop facile de dire sur 2 ans. Il fallait peut-être le projeter sur un peu plus pour voir si j'aurais amélioré le taux de 40% que tu as évoqué en introduction. Alors après, tu bascules dans une société mature que tu connais très bien, pour qui tu as travaillé pendant 10 ans. C'est une société qui a une trentaine d'années. Comment se passe l'atterrissage et comment tu retrouves tes anciens collègues avec toute cette expérience cumulée chez Oxalide et chez Loop? Écoute,
j'étais un peu inquiet au départ, j'avoue, quand je suis arrivé chez CJ, donc très pyramidal. Beaucoup de rituels sur la partie forecast, exigence dans les chiffres, beaucoup de rituels sur la partie RH. En revanche, beaucoup moins de rituels sur l'amélioration continue, sur la co-construction, sur ces sujets-là. Donc, j'ai tout de suite, j'ai essayé dans un contexte, donc moi je gère une centaine de sales avec des managers et des pré-sales. Et donc, j'ai commencé avec mon équipe managériale, très expérimentée, avec tous des track records assez importants. Et donc, première mission, ça a été de les convaincre sur le changement de la façon de manager, de la façon d'intégrer des rituels. Et c'est là où le rituel participatif, les stand-up meetings, j'ai parlé des dojos, mais aussi des choses pour faire tomber les masques. Et pour ça, il y a des outils qui sont assez sympas, comme la Personal Map, qui est un outil qui permet de connaître et de trouver des accointances entre les gens. Donc là, juste, je vois que tu l'affiches, c'est quoi la Personal Map? Vous faites un meeting et en icebreaker, par exemple, vous prenez une feuille, vous mettez le prénom, votre prénom, et vous faites une mind map avec école, études, sport, passion. Et à chaque fois, vous remontez, j'ai fait tel sport, j'étais karatéka, bon, et puis vous remontez sur les écoles. Une fois que vous avez fait cette map, au bout de 7, 8, 10 minutes, C'est vous personnel, hein. allez Chacun fait sa propre carte. chacun fait Ça. dans son coin. Et à partir de là, donc c'est pas plus petite équipe, vous partagez avec votre collègue, votre équipier, peu importe, et vous lui demandez de commenter cette carte. Et l'objectif, c'est évidemment de rentrer dans la personnalité, dans le passé, et trouver des atomes crochus. Alors, j'ai plein d'exemples de personnes qui se sont retrouvées avec la même race de chiens, le même passion pour le bricolage, des personnes, voilà. Et donc ça, c'est pour casser parfois des collaborations qui ne fonctionnent pas, ou optimiser, ou encore plus, faire tomber le masque et être soi-même et parler de sa famille, de beaucoup de choses qui, en plus, dans la période qu'on vit, où quand on fait un Teams, au bout de 2 secondes, on est déjà au cœur du sujet, c'est un outil qui est assez puissant, intéressant, et qui peut être aussi, lorsque vous avez des gens qui ont du mal à travailler ensemble, qui peut être un déclencheur pour qu'ils travaillent mieux et trouver des choses ensemble. Donc ça, c'est qu'un outil. Ça se fait forcément en présentiel, ça? Alors non, tu peux le faire en distanciel. Tu peux le faire en distanciel. C'est plus difficile. Mais donc, je conseille un site qui s'appelle Management 3.0, sur lequel vous trouvez à la fois la personal map et un peu de learning pour savoir comment l'utiliser. Et c'est dans ce même site, vous allez trouver un autre outil que j'adore, qui s'appelle les Kudo. Et les Kudo, qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup du feedback. Le feedback, c'est bien, mais en fait, le feedback, on le fait trop souvent sur des événements importants. Et le feedback du quotidien, on l'oublie. Et donc, si tu projettes la petite slide sur le Kudo, que vous pouvez acheter directement aussi sur le site Manager 3.0, en fait, l'objectif est assez simple. Vous faites un meeting et vous donnez des cartes à tout le monde. Et chacun va mettre le prénom de quelqu'un et va accrocher, comme là, je l'ai fait dans une de mes réunions manager. Bon, c'était dans un endroit assez sympa, j'avoue. Mais et là, va mettre le prénom et l'effet d'arme. Bravo, je suis fier, merci. Voilà, un certain nombre de. Et pourquoi? Et l'équipier va se lever, va accrocher au mur et va expliquer pourquoi il y a un merci. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir un merci de dingue. Ça peut être un merci sur des petites choses, sur un coup de main, sur d'autres choses. Et c'est encore quelque chose de participatif parce que ça pousse à la cohésion, ça met en lumière les gens qui sont participatifs, coopératifs, puisque celui qui n'a pas de carte, il y a un problème dans l'équipe. Donc, c'est aussi c'est à la fois très positif, mais ça peut indiquer qu'il y a un problème de mindset dans la façon de collaborer. Donc ça, pour moi, c'est mon petit outil qui permet le feedback et surtout sur les équipes naissantes. Vous pouvez faire ça toutes les semaines, puis après tous les mois. Bon, à vous de driver à la vitesse que vous voulez faire. Et alors, quels étaient tes challenges, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans la mise en œuvre de cette transformation dans une équipe existante, importante, déjà structurée? Donc,
la mise en place des rituels, donc que ça soit le stand-up meeting, que ça soit les dojos, que ça soit tous ces temps aussi d'échange personnel entre de personne à personne et pas uniquement sur une vision business. Et après, même dans l'exécution de toute la partie forecast, gestion du business, ça a donné une intensité et également, ça nous a fait progresser ensemble. Et là-dessus, j'ai aussi pas mal progressé grâce à Cégide et au savoir-faire côté gestion du forecast. Et après, ça a été assez simple dans le sens où, à partir du moment où les managers étaient, entre guillemets, picousés, ils l'ont aussi restitué à leurs propres équipiers. Donc, j'ai pas, évidemment, dans cette organisation de 100 personnes, dans les 3500, on s'est pas mis à faire une direction commerciale libérée avec, c'était pas possible. Donc, c'est pour ça que j'aime cette façon hybride où on engage, on donne du sens, on participe à des décisions. Et quand je parle du stand-up, j'ai un fait d'arme que je trouve assez sympa. Donc, moi, j'ai mis en place le stand-up qui était plutôt du lundi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant, la météo du moral, passer un bon week-end ou pas un bon week-end, et puis ce qui va se passer cette semaine. Ce qui se passe dans les métiers du dev pour être au plus proche entre les différents métiers. Bon, tu sais très bien en tant qu'éditeur de quoi je veux parler. Et puis, c'est arrivé le premier confinement. Et au premier confinement, les managers me disent, mais Stéphane, en fait, on devrait le faire tous les jours. Donc, on est au mois de mars ou avril, je ne me rappelle plus, 2020, avril. Et on le fait tous les jours pendant le confinement. Le confinement s'arrête. Je dis, bon, bah, on revient parce que donc, on s'appelle tous les matins à 8h30. On est 9 sur le Teams. Et depuis, on l'a jamais arrêté. Et depuis, on est tous les jours en train de parler d'amélioration, du business, des collaborateurs, de comment faire avancer. Et on a une vraie team comme ça et on se dit les choses. Et dès que moi j'ai une idée, je leur demande leur avis, eux pareil. Et quand on décide ensemble que c'est la bonne idée, il n'y a plus de machine arrière. Donc il y a le temps de la réflexion, il y a le temps de l'exécution. Et à partir du moment où on a décidé ensemble, l'exécution elle est 10 000 fois plus puissante que si vous arrivez avec un sujet que vous avez posé. Voilà. Qu'est-ce Et que alors je peux dire concrètement, d'autre? 8h30, les gens sont au bureau, ils sont chez eux, ils sont en voyage. On a avec des clients et même nous chez Incentive, c'est stand-up, mais 8h30, comment tu arrives à coordonner les exigences des uns et des autres? Écoute, c'est un peu incroyable parce que on doit être à un taux de présence à 95% tous les matins. Ouais. Tout le monde aime ça, moi le premier. Ça a même eu des incidences perso parce que je peux plus déposer ma fille à 8h30 à l'école. Donc, c'est un effort. Mais c'est tellement riche qu'on est là et personne n'est obligé. Je veux dire, si tu peux pas, tu peux pas. Si tu veux pas, tu ne veux pas. C'est pas grave puisque l'objectif, c'est d'échanger. Super. Voilà pour cette partie-là. Et, et si j'avais dit autre chose à dire aussi, c'est que j'ai vu la transformation en coach. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se sont transformés en coach. Et on a tous un problème, notamment chez les managers sales, c'est de faire mieux plus vite que nos sales. Et ce qui est génial dans cette transformation-là, c'est que la transmission a eu aussi cet impact-là en disant, attendez les gars, il ne faut plus aller autant en rendez-vous. Il ne faut plus arriver en rendez-vous et d'être le montreur d'ours, faire tout le rendez-vous, et le sales en dit deux mots. Et ça a été aussi un changement collectif intéressant. Deux dernières questions pour conclure cet entretien. Quelle est ta plus belle expérience de management? Écoute, je l'ai raconté. Quand, à la fin du confinement, ton équipe te dit j'ai envie de t'entendre tous les matins à 8h30, je veux dire, c'est incroyable. Même moi, j'en reviens pas encore. Pardon. Voilà. Et une citation qui t'inspire? Euh, je suis désolé, je suis harcelé. Petit problème technique. Sur les citations qui m'inspirent, moi j'aime beaucoup celle de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Dans la dynamique sportive, dans la dynamique business, collaboration, je trouve que c'est une très bonne citation. Je ne perds jamais, Soit je gagne, je, soit j'apprends. soit je gagne, soit j'apprends. C'est juste merveilleux. Un immense merci, Stéphane.
des résumés et idées bonus. Alors bien sûr, le podcast que tu as lancé il y a quelques mois, qui s'appelle Closing, où tu fais intervenir des directeurs commerciaux et des personnalités pour parler du succès et de la croissance. Un livre sur les 100 règles d'or du management positif et heureux, un podcast, une conférence TED pardon, d'Alain Goudsmet sur le management collaboratif du leadership au membership. Bien sûr, le livre de Frédéric Laloux qu'on vous a souvent mis en idée bonus, Reinventing Organizations. Et puis, tu as mentionné également le site de Management 3.0. Et puis, David Marquet, il y a un ouvrage ou un site, David Marquet, ce commandant de sous-marin que tu mentionnais tout à l'heure? Vous tapez sur Google et vous allez sur vidéo. Et en fait, il y a un dessin qui est, je sais plus comment, un design, je sais plus comment on appelle la technicien. Et en fait, c'est une vidéo de 7 minutes hyper inspirante qui vous résume tout son travail pour être autonome sur ce sous-marin qu'il pouvait pas maîtriser au départ. On a également une masterclass qu'on a faite pendant le confinement qui s'appelle le confinement leçon de sous-marinier. Elle est également disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez y référer si les sous-marins vous intéressent. Voilà, un immense merci pour ta participation à cette masterclass. Si tu as encore quelques minutes, on aimerait bien te garder pour répondre aux questions de nos auditeurs pendant un petit quart d'heure. Et à tous ceux qui doivent partir, je donne rendez-vous la semaine prochaine avec le CEO de Virbac. Virbac, c'est un leader de la santé animale. Sébastien Huron, on a le grand plaisir de l'accueillir la semaine prochaine, jeudi 2 décembre à 11h30. Voilà, vous pouvez poser vos questions directement dans l'interface GoToWebinar et Edouard va nous les partager. Edouard, est-ce qu'on a déjà des questions? Oui, on en a. Alors, première question. Vous évoquez beaucoup les bénéfices de la posture du manager coach. Je suis curieuse de savoir si vous avez été formé au coaching ou si vous avez été vous-même coaché. Euh, non, j'ai pas été formé. J'ai pas été formé particulièrement, mais je pense que dans nos métiers de manager, on a quand même un terreau assez favorable au coaching. Ensuite, moi-même, j'ai été coaché, mais pour d'autres sujets. Mais et je pense qu'il y a de plus en plus de modules autour du coaching qui sont assez percutants. Et notamment, alors je vous invite à écouter le dernier numéro de Podcast Closing où j'ai justement invité un coach en développement personnel qui explique les différentes méthodes de coaching entre l'interne et l'externe. Bon, je vous invite à écouter voilà. Mais effectivement, il faut accompagner les managers à devenir des coachs et il y a des basiques à connaître. Quel a été l'impact ou la position des ressources humaines quand vous avez entrepris cette transition vers le management participatif? Très positif et même complémentaire, puisque côté RH, il y a une grosse structuration sur. Ça permet de connaître la situation des collaborateurs au bon moment, et ça, c'est très complémentaire à toute cette partie participative. Et aussi même sur des mises en place de basiques autour des projets SMART. Enfin, voilà. Donc, je trouve qu'il y a une complémentarité et qui est agréable dans les deux sens. Peut-on mettre le management participatif en place par nous-mêmes ou faut-il faire appel à des personnes extérieures à l'entreprise? C'est une excellente question. Si on veut aller jusqu'au libéré, c'est impossible tout seul. Il faut absolument être coaché, voire multi-coaché en fonction des strates dans l'entreprise. Il y a des vrais succès de business dans les entreprises libérées. Je ne les ai pas cités, mais il y a des vrais succès. Et là, il faut absolument être coaché. Ensuite, si juste on est sur une optimisation participative, c'est pour ça que je mixe avec les outils. La mise en place d'un certain nombre d'outils permet d'ouvrir les chakras sur ces sujets-là. Et après, c'est à vous. Alors, je fais souvent des analogies avec les ceintures de karaté, mais après, dans le participatif, on peut être ceinture orange comme ceinture noire. Donc après, c'est à vous de progresser. Et il y a des coachs très très bons sur le sujet. Vous gagnerez forcément du temps. Quels sont les effets sur la montée en compétences? Est-ce qu'on peut parler de montée en compétences collective? Évidemment, évidemment.
ça level vers le haut. C'est forcément le collectif progresse grâce au participatif et le niveau d'exigence augmente. Parce que sinon, si le manager ou le coach qui laisse l'innovation, la prise de décision à son équipier et que c'est mal exécuté, il va se brûler les doigts une fois, deux fois, trois fois, et puis après, il va entendre la petite voix et puis il va faire à la place d'eux ou pas être d'accord. Donc, il faut absolument avoir des équipiers de bon niveau pour continuer et que les managers continuent à être dans le délégatif. Justement, quelles sont les limites du management participatif? Quel aspect a été le plus complexe à mettre en place? Euh, Au début, je vous ai donné la vision de Frédéric Laloux sur le triptyque entre pas de management, le sens et l'entreprise. C'est pas possible de fonctionner sans les trois, au moins avec des deux. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de participatif si les équipiers ils croient pas en l'entreprise, si les équipiers ils croient pas en leur équipe. Et donc c'est là où ça devient bancal. Donc essayer de faire du participatif quand le moral est au plus faible, que l'entreprise va mal et que personne tout le monde déteste le patron de la boîte, c'est impossible. Donc il faut forcément avoir des briques assez saines pour pouvoir enclencher ça. Alors, est-ce que tu as des bottes secrètes dans ta boîte à outils? Je peux pas être plus transparent. Je pense que j'ai certains pieds qui écoutent et qui sont derrière et qui pourraient témoigner et c'est ce qu'on utilise. Donc, j'en ai pas gardé une en plus. J'en travaille d'autres, mais pour l'instant, elles sont pas encore livrées. Tu as parlé des difficultés à distance, notamment pour le personal mapping. Est-ce que comment le management participatif peut-il s'intégrer au travail hybride? Ou Euh, inversement? c'est la question du remote en gros. Hein, Oui. je pense que plus que jamais. Et, et en fait, tout à l'heure, quand Roland, tu m'as posé la question de mes faits d'armes managériaux, et en fait, le deuxième, à part le stand-up, et il est encore lié au lockdown, c'est que quand il y a eu le confinement, ça n'a rien changé chez nous. Pas technologiquement. Ça n'a rien changé parce que la confiance était là, parce que les échanges étaient là, parce que le participatif était là. Donc oui, la techno, Teams, tout ça, heureusement qu'on était ready to use, on est un éditeur de logiciels, donc ça serait quand même assez mais en plus de ça, on a fait une opération assez incroyable de business parce qu'on a proposé à nos clients qui étaient en mode on-premise, donc serveur local, de les passer gratuitement dans le SaaS et qu'au bout de 3 mois, de les facturer évidemment. Donc on a fait en plus un super semestre, tout le monde était sur le projet, tout le monde a bossé et tous les équipiers à tous les échelons. Et donc ça pour moi, c'est vraiment, ça démontre que la puissance du participatif, elle est nécessaire pour que le remote se passe bien. Parce que ton collaborateur il soit à côté de toi ou chez lui, s'il ne bosse pas et qu'il n'est pas motivé, tu le verras encore moins quand il n'est pas là. Et quand il est là, il ne va pas faire grand chose à part. Donc, c'est pour moi fondamental. Est-ce que lorsque Loop a été racheté par Cegids, votre style de management s'est répandu dans les autres services et business units? J'espère et je pense avoir quelques feedbacks de faire transpirer, et notamment la boîte à outils. Et je pense à un de mes camarades qui a fait les coups d'eau en plein séminaire. Et j'étais pas là malheureusement, mais ils ont fait des coups d'eau à plus de 60. Donc ça faisait un mur énorme de coups d'eau. En plus, c'est une BU internationale, donc ils s'étaient pas vu depuis longtemps. C'était en anglais. Enfin, malheureusement, j'étais pas là. Je peux juste témoigner. Et donc, je pense qu'il y a aussi quelques influences. Et puis en plus de ça, enfin, je ne veux pas personnifier le truc, euh, les méthodes agiles deviennent industrielles, de plus en plus tout le monde en parle. Donc j'ai plus l'impression de dire qu'entre l'implication de la RH, les autres feedbacks de boîtes qu'on rachète et ma façon de bosser, en fait, ça s'incorpore. Euh,
Mais du coup, est-ce que le management participatif peut s'appliquer à toutes entreprises, notamment les entreprises familiales ou des grands groupes? À chaque fois, alors je ne vais pas faire référence encore à Reinventing Organization, mais il y a des exemples de boîtes à 5000 collaborateurs qui sont en participatif, comme des sociétés à 50. Je ne pense pas que c'est une question de taille, mais c'est une question de dirigeant, de mindset de la boîte et après de façon de le déployer dans son entreprise. Mais faut avoir les reins assez solides et des managers coachs qui viennent faire en sorte que ça soit un succès. C'est pas une décision du président, c'est une décision de l'entreprise. Et dernière question, comment convaincre une personne récalcitrante à l'idée d'adopter le management participatif, que ce soit dans une équipe ou un décisionnaire? Écoute, quand tu commences à être toi-même en entreprise, quand tu commences à expliquer que si tu es là, c'est pour passer du temps et du temps positif, donner du sens à ce que tu fais tous les jours et que tu parles à quelqu'un et tu lui expliques que tu espères qu'il soit dans le même état, si la personne te dit non, en fait, il vaut mieux qu'elle parte parce que je pense qu'elle n'a pas rien à faire dans mon équipe. Donc, je pense que c'est sélectif et que les gens qui ne veulent pas aller vers des prises de. Alors après, effectivement, il y a un truc assez intéressant dans cette question, c'est parfois, certains n'osent pas non plus parce qu'ils ont peur que leur participation soit trop impactante dans le projet et de prendre pas un risque politique, mais un risque tellement ça les attache. Donc ça, il faut faire assez attention à eux pour les garder dans le participatif. Mais ce que je veux dire, c'est que on se sent tellement mieux. Je veux dire que comment refuser ça, quoi. Stéphane, un immense merci pour ce partage. On a balayé plein de sujets, l'entreprise libérée avec Frédéric Laloux, avec l'autogouvernance, avec la plénitude, le travail sur la raison d'être, comment est-ce qu'on engage ses équipes, l'application des méthodes agiles dans cette transformation, qui sont vraiment deux mondes différents, l'entreprise libérée et puis les méthodes agiles issues des équipes techniques. Tu nous as fait voyager, tu nous as donné à la fois tu nous as ouvert beaucoup de fenêtres et tu nous as donné des outils très concrets pour changer, transformer notre manière de manager dès lundi prochain. Un immense merci pour cette masterclass brillante. Je vous donne rendez-vous à tous, bien sûr, la semaine prochaine avec Sébastien Huron. Sébastien Huron qui est CEO de Virbac, l'un des leaders de la santé animale. Merci encore à tous de votre fidélité et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup.